Chapitre Jobin sur la route, Mexique, hiver 2005-2006. Pendant mes 5 mois et 3 semaines au Mexique, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas fait de millions, mais je ne suis pas mort de faim non plus. Commençons par la Jobin que j'ai refusée. J'avais pogné une ride avec un camionneur la 2e ou 3e soirée. Juste avant minuit, pendant que nous traversions plusieurs petits villages, parlant très bien anglais, le conducteur me demanda de surveiller pour des pneus accrochés sur des cadres ou des branches d'arbres avec une lumière aux chandelles allumées dans le pneu. S'il y avait lumière, il y avait service de réparation de crevaison. Donc, tu te promènes là, sur le bord du chemin, là, il va y avoir quelque chose, il va y avoir comme un tailleur d'accroché, un pneu d'accroché. Puis s'il y a quelqu'un qui a mis une chandelle, ou une petite lampe électrique, quelque chose, puis c'est allumé, là, il y a quelqu'un là qui va réparer ton flat. Ça n'arrive pas avec une transmission qui tombe, mais des flats, il en répare. Au bout d'une heure, Eureka! On arrêta un petit monsieur trapu dans la soixantaine vint nous voir. C'est bien cela, on a un flat. Sur un des tires, des pneus intérieurs de la remorque. Le monsieur prit une grosse clé à douille et un tuyau de fer d'environ 3 mètres. Des tuyaux de fer au moins 3 mètres de long. Il fixa la clé sur les écrous, c'est des notes, et la clé entrait dans le bout du tuyau. En s'appuyant sur la remorque, il grimpa sur la barre de fer et marcha en sautillant jusqu'au bout. Tranquillement, cela s'est mis à dévisser. Je surveillais sa technique, première fois que je voyais cela, j'apprends. Il fit la même chose pour chaque écrou. Pendant ce temps-là, j'ai aidé le conducteur à récupérer le pneu de rechange. Finalement, les 3 ensemble, on a sorti le pneu crevé, mis le pneu de rechange à l'intérieur et repositionné le pneu extérieur. Pendant que le monsieur prit une petite pause cigarette avec le camionneur, de mon propre chef, armé de la nouvelle technique apprise, je commençais à remettre les écrous en place, donc à remettre les notes, et à les resserrer jusqu'au bout. Le monsieur vérifia ma job, d'un air satisfait et dit quelque chose au conducteur. On s'apprêtait à partir, le chauffeur me dit « Tu débarques ici? » Non, pourquoi? Le monsieur m'offrait une job avec lui, avec chambre et pension. Je ne parlais pas espagnol, mais en 15 minutes, j'avais appris à job. Il avait besoin de quelqu'un, donc il voulait me garder. Je dus refuser puisque je m'en allais à Cancun. On a fumé une dernière cigarette ensemble et on repartit. Ça veut dire, le gars m'offrait des chambres et pensions. Ah ouais, même oui, il fallait que j'y allais. La première job-in que j'ai faite était avec l'équipe de recouvrement de toiture qui m'embarqua à la frontière Tabasco-Campeche, référence chapitre sur les routes. Référence chapitre sur les rues. Je leur donnai un coup de main pendant une journée pour les remercier de m'avoir apporté à Cancun, de m'avoir hébergé et pour toute la bouffe. Pour leur 2e soirée à Cancun, ils s'installèrent à l'hôtel San Marco et moi aussi. Donc, j'ai travaillé avec eux toute la journée, puis après ça, c'était bon. Mexique, hiver 2005-2006. J'ai passé 5 semaines en tout à l'hôtel San Marco. Pas un hôtel pour touristes, mais pour les Mexicains moyens. C'est un petit hôtel, normal. La première soirée là, la propriétaire devait s'absenter. Elle me fit comprendre qu'il y avait une réservation, m'enseigna quelques mots d'anglais et partit. Donc, je suis arrivé la soirée d'avant, puis le lendemain, là, ça va bien. Je parle 10 mots d'espagnol, je suis en charge de l'hôtel. La 2e après-midi, la fille aînée, 22-23 ans, de la propriétaire, gardait sa nièce Brissa, une petite fille de 9 mois. Elle me regarda avec un sourire et me donna Brissa dans les mains. Ah oui, toi, tiens-toi. Je m'occupai d'elle jusqu'à temps que la mère de Brissa arriva. La mère de Brissa, elle ne parle pas anglais, espagnol, c'est tout. Je fis d'autres choses en soirée, souper, coucher. Le lendemain, le même scénario. Le mot se répandit rapidement aux alentours. 3e après-midi, j'en ai eu 2 à garder. Après, 3 et 4. Garçons et filles de 9 mois à 5 ans. Bon. Les femmes arrivaient puis débarquaient des enfants. Fait que au bout d'une semaine, j'étais devenu le babysitter officiel du voisinage. Tu sais, 3 après-midi, d'un coup, hop, c'est une bonne femme qui arrive. Hop, ben tabarouette. Hop, c'est un autre. Oh, une petite fille qui arrive seule. À peu près 4 ans, ça va là. Mais là, ça vient voir ses chums à l'hôtel. La petite fille 4 ans, ça vient à l'hôtel voir ses chums. Je parle d'affaires. C'est moi le gardien de ça. Pendant les 4 prochaines semaines, j'acquis un horaire très chargé.
aide aux réparations intérieures et extérieures, dommages causés par l'ouragan Wilma, aide au nettoyage de chambre pendant les roches, babysitter, préposé à l'accueil, etc., etc. Tous les soirs, vers les 20h, pour décompresser, j'allais fumer une coupe de cigarettes au grand port à 5 minutes de marche. Je partais de là. L'autre ne fumait pas, fait que moi, je fumais. J'allais au port, puis je fumais une coupe de cigarettes, là. Après Noël, je quittais l'hôtel pour commencer mon recyclage de métal. Une journée que je m'étais éclipsé de l'hôtel et que je me promenais, je remarquai une petite boutique où les gens arrivaient avec toutes sortes de métal. Un jeune le pesait sur une ou deux sortes de balances romaines ou industrielles et donnait aux personnes, aux personnes qui l'avaient apporté, là, et donnait aux personnes l'ayant apporté du cash. Je retournais au même endroit un autre après-midi et je vis une madame, tout maigre, d'au moins 70 ans, une petite bonne femme arrive, portant sur sa tête un gros sac rempli de fils de cuivre. Une fois le sac pesé, elle reçut du gars au moins 1000 pesos, soit 120 $. Hey, t'as une minute, là. 120 $ canadiens au Mexique, tabarnak, t'es bon pour un bout. Après qu'elle fut repartie, je parlais au préposé de la balance. Il achetait tout métal, y compris les canettes de bière ou de boissons gazeuses écrasées, aluminium, ou en espagnol, latas. Le prix de chaque métal au kilo changeait tout le long de la journée, c'est les cours, tu sais. Donc, ils suivaient leur cours sur ordinateur. À tout bout de champ, il allait à l'ordi, puis il checkait ça. Puis là, ils changeaient sur le tableau. Je commençais à chasser le métal le lendemain de mon départ de l'hôtel. Je faisais par jour entre 25 et 100 pesos cash. 2 semaines plus tard, je travaillais à l'entrepôt pour 4 jours. Mon genou droit n'a pas tenu le rythme. Tu sais, ben là, ça rendrait au passant. Je recyclais le métal aussi à Playa del Carmen et Puerto Morelos. Chapitre Jobin sur la route. San Antonio, Texas, États-Unis d'Amérique, mai-juin 2006. Probablement la job la plus tripante que j'ai eue dans ma vie s'avéra être la suivante. Vendeur de journaux sur la rue à San Antonio, Texas. Comment j'ai fait pour avoir ce job-là? Ben, je vais vous le dire drette là. Ça faisait 10 minutes que j'étais arrivé à l'Armée du Salut. Je fumais une cigarette avec un des résidents lorsque je lui demandais si à San Antonio, il y avait un travail légal payé cash que je pouvais faire sans papier. Ben oui, qu'il me répondit. Je vends des journaux sur la rue. Ah ben, on apprend tous les jours. Et d'après la légende urbaine, tu peux faire jusqu'à 100$ par jour. C'est comme, oh, you can do up to $100, tu peux faire jusqu'à 100$. Ah ouais? Ben, tu peux faire, ça se peut. C'est la médaille d'or aux Olympiques, là. Pas très compliqué pour appliquer. J'ai juste à aller à l'édifice principal du journal, en bas de la zone de chargement, vers les 4h, 4h30 du matin, puis demander aux chauffeurs des camionnettes s'ils avaient besoin de quelqu'un. La première journée, j'ai fait chou blanc, dans le beurre. Arrivé trop tard, je crois, puis je ne connaissais pas la manière que cela fonctionnait. Mais pas le deuxième jour. Je pense que je me suis pointé là à 3h30, je suis arrivé un petit peu plus de bonne heure. J'ai parlé à plusieurs conducteurs et finalement j'en ai pogné un qui a bien voulu me prendre dans son équipe. Quel trip! Chaque conducteur avait son propre secteur désigné dans les banlieues de la ville. L'équipe se consistait de 4 à 6 vendeurs de rue. Tout dépendant de la journée et des événements sportifs, on débarquait chacun à une intersection avec des quantités de journaux appropriées. Imaginez, 4h30, 5h, le soleil se lève à peine, assis, 3-5 personnes dans la boîte d'une camionnette, à te promener pendant une demi-heure ou 1 heure, à 100 km/h à travers le San Antonio. Puis tout ça, légal. Tu vendais la lignée de voitures arrêtées au feu rouge, en marchant le long du trottoir avec une copie du journal bien en vue. Quand un conducteur ou passager te faisait signe ou te criait après, ben des fois tu vois pas, tu regardes ailleurs, tu dis ah, journal, newspaper, paper. Tu courais à travers le trafic pour y apporter. Fallait que tu fasses vite. Donner le journal, pogner l'argent et donner le change s'il y avait. Puis te dépêcher à reprendre le trottoir avant que la lumière tombe verte, puis tu te fasses écraser. Puis là, aller vendre à l'autre ligne qui attendait maintenant sur le feu rouge. Tu veux tu changes de bord. Méchante belle job à type. Je crois que le prix dans la semaine était de 85 cents. La plupart du temps, on te donnait 1$, puis tu gardais le 15 cents. Et que le dimanche, le journal coûtait 1,50$. Habituellement, on te donnait 2$, puis tu gardais le 50 cents. Pas pire, ça. J'avais toujours à l'esprit que peut-être ce n'était pas si légal que ça.
Une bonne journée, après quelques semaines, à 10 voitures dans la lumière, je vis une voiture de police avec un bras qui s'agitait à l'extérieur de la fenêtre du conducteur. Tu vois, un bras d'un coup, c'est un genre de police. Hein. Je courus, on la voit. Je courus vers la voiture. Une fois arrivée, la policière, la dame policier, me donna un 5 $. Quand j'ai voulu lui donner son change, elle m'a dit je n'ai pas le temps d'attendre pour le change, tout en pointant la lumière. Tu sais, en pointant dedans, I don't have the time to wait for the change. J'ai pas le temps d'attendre pour le change, tout en pointant la lumière verte et elle partit. D'une police, 4,15 $ de type pour un journal de 85 cents, ben, faut croire que c'est légal. Je finissais habituellement entre 11 AM et 2 PM, et je prenais l'autobus de ville pour revenir à l'Armée du Salut direct ou à la bibliothèque. Une soirée après souper, je vis une affiche d'une offre de travail sur le babillard un message pour faire le nettoyage pendant un festival. Je m'informais autour, tout le monde connaissait, on me dit que c'était une bonne petite jobine pour 10 jours. Fait qu'au matin, j'en parlais à mon boss de journaux. Pas de problème, quand j'aurai fini le festival, je pourrai recommencer ma job avec lui. Je suis allé à la séance d'information et d'engagement pour la job de nettoyage du festival. Celui qui avait le contrat d'engager et de gérer l'équipe était un homme noir d'environ 1,90 m, 130 kg de muscles. Nul autre que le boss de la prison du comté. Hey, tabarnak, c'est pareil bif. T'as affaire à écouter. Il engageait seulement du monde de la rue ou en difficulté ou en refuge social. Go filles, 10 jours, de 16h à 22h, 200$ cash pour tout le festival, la bouffe fournie. Ce festival nomade se promenant dans toutes les grandes villes du Texas, célébrant la bouffe traditionnelle des 52 groupes ethniques principaux qui composaient la population texane. Ce n'était pas un festival de musique, c'était un festival de bouffe. Hey, m'a tombé ça? La job facile. Tout le terrain du festival était divisé par secteur. Chacun avait son secteur. Il fallait toujours que ton secteur soit ultra propre. Pas rien à terre, rien du tout. Quand les sacs dans les poubelles étaient à moitié pleins, tu les changeais. Surtout pas de poubelles qui débordaient, jamais. On te donnait des billets pour la bouffe, j'en ai utilisé que 2 ou 3. Je faisais tellement de bonne job qu'on me kidnappait pour manger. Là, le Chinois me voit, ça fait 3 fois que je vois là, puis il me donne une saucisse à l'affaire ukrainienne. Ah ouais, c'est ça. Un bol de wonton, mon chum, on repasse. Je retournais le festival, bon, je faisais tellement une bonne job qu'on me kidnappait pour manger. Je retournais, le festival fini aux journaux. Le festival fini, je retournais aux journaux. C'est ça. Je demeurais 38 jours à San Antonio et y travaillais 35. Pas pire, 35 sur 38. J'arrivais à San Antonio sur le pouce, pack-sac fini, 1,50$ dans les poches. Je quittais San Antonio avec pack-sac, tente, sac de couchage, flambant neuf, sur l'autobus Greyhound, San Antonio-Montréal et 150$ US d'un poche. Chapitre Jobin sur la route. Temara et Merzouga au Maroc, janvier 2009-2010. Ah oui, j'ai travaillé au Maroc. Je n'ai réussi à avoir que 3 petits jobs au Maroc, que voici. Début janvier 2009, 2-3 jours après le début de la location d'une chambre pour un mois à Temara, au café où je rencontrais mes chums le soir pour jouer aux cartes, Mustapha, le mécanicien de moto, dit au propriétaire du café que je me cherchais une job. Il n'y avait pas vraiment besoin de moi, mais pour me rendre service, il me fit une petite place dans l'équipe. Là, j'ai fait une erreur. Là. Le propriétaire ne parlait pas très bien français. Bon, mais il m'expliqua que tout ce que je devais faire était, assis derrière le comptoir, de prendre les coupons des commandes payées et de les mettre dans une carafe. Ils seraient comptabilisés à la fin de la journée. Mais j'avais beaucoup plus d'expérience que cela. Tu es assis là, moi là, puis attends que la fille donne le billet, moi je prends le billet, je le déchire, wow. Anyway, pas un job pareil. Pendant ma première journée avec Kadisha, la jeune serveuse du café, j'appris plusieurs termes usuels propres au travail du café et autres. C'est-à-dire
Simon. Là. En mi-soirée, lorsque le propriétaire arriva, il s'aperçut que j'interagissais en arabe, tu sais, je suis à travers la gang, en arabe, debout entre les tables, tu sais, moi je me promène là-dedans, mais je parle en arabe. Debout entre les tables avec les clients, avec déjà une certaine aisance. Il s'informa auprès de quelques clients et du barista et me dit, il me fait comprendre, tu m'as dit que tu parlais pas l'arabe. Je lui ai montré mon cahier de notes avec mon cours d'arabe personnalisé de Kadisha. Tu sais, il a pris des notes. Il m'a souri et me laissa continuer. Oui, continue. Je n'étais pas payé très cher, mais je buvais café et thé à volonté et je mangeais gratos. Le propriétaire dut me laisser partir après 10 jours à cause de problèmes d'ordre administratif, mais j'étais bienvenu comme client. À Merzouga, le 1er janvier 2010, je me réveillai sur 3 arbres dans les dunes du sable, dans les dunes de sable du Sahara. Référence chapitre Maroc, Mexique, Suisse. 2 enfants berbères, âgés de 7 à 10 ans, vinrent me voir et m'offrir d'aller manger chez leurs parents. On marcha près d'1 heure, ils me présentèrent leur père et mère et nous avons tous dîné ensemble. Après dîner, le père m'apporta dans la rue des boutiques de souvenirs touristiques de Merzouga. Tu sais, ils m'ont arrivé là. Petite ruelle. Là. Après une vingtaine de boutiques. Là. Je n'avais pas l'air d'un touriste trop riche. Fait que je me suis fait chum avec quelques propriétaires de boutiques. Le soir venu, je retournai à mon endroit de prédilection pour dormir derrière une auberge sous un olivier avec quelques chameaux et ânes et une meute de chiens errants. Il y avait des chameaux là, puis des hommes, puis les chiens se promenaient en arrière. Au matin, je retournai aux boutiques. Je me suis pogné une petite jobine avec 2 boutiques. 3-4 jours plus tard, la manne de touristes disparus, on me conseilla. Puis de touristes, si, ça sert à rien, comment ils paieraient? Ils n'ont rien de payer à manger, puis la journée du reste là, ils ne passent rien. On me conseilla d'aller voir Mme Françoise à son auberge pour peut-être y travailler. Mme Françoise m'engagea pour donner un coup de main aux rénovations. Je dus quitter après 8 jours pour des raisons d'ordre personnel. Je travaillerai à ma prochaine visite au Maroc. Inch'Allah, à Essaouira.